quand même, c'est assez fou de se dire que Google, ce géant de l'IA qu'on pensait indétrônable, il s'est fait surprendre. Ah oui, Le 30 novembre 2022, l'arrivée de ChatGPT, ça a été un vrai choc. On parle même d'un code rouge déclenché chez eux, à Mountain View, une sorte d'alerte maximale, quoi. signe d'une menace existentielle, oui. Alors aujourd'hui, justement, on va se pencher sur la réaction de Google. Comment ils ont géré ce bouleversement. On va essayer de retracer un peu leur parcours. Depuis l'échec, faut le dire, assez public de Bard, leur première réponse, jusqu'à la contre-offensive avec Gemini. Et pour ça, on s'appuie sur une analyse de fond très détaillée de IAFlux. Un dossier très intéressant, oui. L'idée, c'est de comprendre un peu les étapes de cette transformation, pourquoi ça a raté au début, et puis qu'est-ce qui fait la force potentielle de Gemini. Qu'est-ce que ça nous dit, au fond, de la stratégie de Google aujourd'hui? Exactement. Alors, si on revient un peu en arrière, avant toute cette agitation autour des IA comme ChatGPT, l'IA, elle était déjà partout chez Google. Ah oui, partout mais discrète. Voilà, mais on s'en rendait pas forcément compte. Google Translate, par exemple, avec la traduction neuronale, c'était spectaculaire. Ou l'autocomplétion dans la recherche. L'autocomplétion, Google Photos aussi, la reconnaissance d'objets, de visages. C'est vrai, Google Photos. C'était déjà bluffant. C'était une IA utile, efficace, mais qui faisait pas de bruit. C'est ça, Google dominait la recherche fondamentale en IA. Il publiait des papiers incroyables, il définissait même des concepts clés. Mais leur communication, elle était très différente. L'innovation, elle était intégrée dans les produits, hop, sans fanfare. D'accord. L'IA, c'était un outil interne, puissant, pour améliorer les services. Pas forcément un truc à mettre en avant pour le grand public. L'utilité d'abord. Et puis, tout bascule. ChatGPT arrive, l'analyse d'IAFlux parle vraiment d'un choc quasi existentiel pour Google. Oui, Pourquoi? parce que ça tapait au cœur de leur métier historique, l'accès à l'information. Leur précaré, Exactement. c'est là que ce fameux code rouge est déclenché. Urgence absolue, mobilisation générale pour créer une réponse. Et cette réponse, ce sera Bard. Dans la précipitation. Totalement. La menace était perçue comme directe. Le modèle Google, c'est quand même beaucoup la page de résultats, les 10 liens bleus et la pub qui va avec. Bien sûr. Et là, ChatGPT proposait autre chose. Une conversation, une réponse directe, synthétisée. Ça pouvait court-circuiter tout le système de liens. Et donc le modèle publicitaire derrière. Voilà. Et même au-delà de l'argent, ça changeait l'habitude des gens, la façon d'aller chercher l'info. Une vraie remise en question. Mais bon, développer une IA aussi complexe en urgence, c'est risqué. Et le lancement de Bard, Disons que ça n'a pas été un franc succès. c'est le moins qu'on puisse dire. On se souvient de la première démo publique en février 2023, la fameuse publicité où Bard raconte une erreur factuelle, Sur le télescope James Webb, oui. qui aurait pris les premières photos d'exoplanètes, ce qui était faux. Exactement. Et la correction est venue tout de suite des astronomes sur les réseaux sociaux. L'image, c'était celle d'un produit pas fiable, lancé trop vite. Catastrophique en termes d'image, et pas que l'image. IAFlux rappelle le chiffre, c'est énorme. 100 milliards de dollars de valorisation boursière d'Alphabet qui s'envolent en une journée, C'est colossal. Ça montre la nervosité des marchés. clairement. Et puis, au-delà de cette erreur précise, même dans la communauté tech, la perception était assez mauvaise. Bard était vu comme inférieur à GPT 3.5 d'OpenAI. Moins bon, moins créatif. Moins performant, moins capable de suivre des instructions complexes. Voilà. L'analyse d'IAFlux le dit bien, c'était un produit MeToo. Une réaction défensive. Pour calmer le jeu. Pour calmer les investisseurs, gérer la crise médiatique, oui. Pas une vraie innovation stratégique à ce moment-là. C'était un peu le symptôme d'un géant pris de court. Et ce fiasco de Bard, c'est rare pour Google. Une humiliation publique comme ça a dû provoquer un électrochoc en interne. Probablement, oui. L'analyse d'IAFlux suggère que ça a mis en lumière une faiblesse. Les forces en IA de Google étaient dispersées. Il y avait Google Brain d'un côté Intégré à la recherche Google, oui. et DeepMind de l'autre, le labo légendaire à Londres, racheté en 2014. Deux pôles excellents, mais avec des cultures différentes, parfois même en concurrence. Et ça, c'était un problème. Cette fragmentation, qui a pu être bien par le passé, devenait un handicap face à un OpenAI plus agile, plus focalisé. Il fallait regrouper les forces. Exactement. Pour rivaliser et reprendre la main, il fallait unifier tout ça. Et c'est ce qui a mené à la grosse décision d'avril 2023. Fusionner Google Brain et DeepMind. Pour créer Google DeepMind. Voilà, un super laboratoire avec une mission très claire, développer la prochaine génération d'IA et aller affronter OpenAI.
Et Gemini s'est présenté comme le premier grand résultat de cette réorganisation. Parlons-en de Gemini. Si je comprends bien l'analyse, c'est pas juste un modèle, comme Bard au début. Non, c'est une famille de modèles. Avec différentes tailles, nano, pro, ultra, et surtout, il a été pensé différemment dès le départ, pour corriger les défauts de Bard et se démarquer. Oui, et le point clé qu'ils mettent en avant, c'est la multimodalité native. Multimodalité native, c'est-à-dire? C'est assez technique, mais en gros, beaucoup de concurrents ont d'abord créé un modèle super fort en texte, puis ils ont ajouté des capacités pour comprendre les images ou le son, un peu comme des modules en plus. D'accord. Gemini, lui, aurait été conçu dès le début pour raisonner de façon intégrée sur plein de types de données, texte, code, images, son et même vidéo. Ah, intéressant. C'est comme si le système ne voyait pas une image et un texte comme deux choses séparées, mais les comprenait ensemble, naturellement. Ça pourrait lui donner un avantage pour comprendre le monde de manière plus globale. Plus proche de nous, en fait. Je vois. C'est une approche technique différente, mais l'analyse d'IAFlux insiste aussi beaucoup sur autre chose. La vraie force de Google, ce serait pas seulement le modèle lui-même. Non, pas seulement. Mais sa capacité à l'intégrer partout dans son écosystème. C'est là qu'ils auraient une carte maîtresse. Ah, mais ça, c'est fondamental. La technologie, c'est une chose. Sa diffusion, son utilité au quotidien, c'en est une autre. Et là, Google a un avantage colossal. Les canaux de distribution. Exactement. Il possède les tuyaux. Gemini est en train d'être intégré, ou va l'être, partout. Au cœur d'Android, donc sur des milliards de téléphones. Oui, dans Workspace, Gmail, Docs, Sheets, pour aider à écrire, analyser et résumer. Dans Google Photos, pour faire des recherches en parlant à ses photos, c'est assez fou. Et l'assistant Google aussi, j'imagine. Probablement le nouveau cerveau de l'assistant, oui. Cet écosystème, c'est un avantage stratégique énorme. OpenAI doit attirer les gens sur ChatGPT ou convaincre les développeurs. Alors que Google amène l'IA directement chez l'utilisateur. Voilà, dans les outils qu'ils utilisent tous les jours. C'est une capacité de déploiement inégalée. Et quand on voit les capacités annoncées, comme Gemini 1.5 Pro qui peut traiter des quantités d'informations énormes. Des dizaines de milliers de pages, des heures de vidéos, c'est ça? Oui, des fenêtres de contexte gigantesques. Ça montre bien l'ambition. Ça va bien au-delà du simple chatbot qu'on interroge. L'idée, c'est de créer un assistant universel. Un copilote numérique, en quelque sorte. C'est ça. Un agent intelligent qui comprend tout votre contexte, vos emails récents, le document ouvert, la conversation d'avant, pour vous aider de manière proactive, pertinente, omniprésent. Mais alors, cette révolution que Google mène, ça soulève un paradoxe assez fascinant, non, Anne? L'analyse d'IAFlux le montre bien. Lequel? En poussant ces IA qui donnent des réponses directes, est-ce que Google ne risque pas de tuer son propre business historique? La recherche web, les pubs sur la page de résultats. Ah, ça c'est le grand défi pour eux. Si l'IA donne la réponse, pourquoi on cliquerait sur les liens? C'est exactement ça. Ils mènent une transformation qui menace leur poule aux œufs d'or. La fameuse page des 10 liens bleus, elle devient moins centrale si on a la réponse tout de suite dans une conversation. Les attentes changent. Les attentes changent, oui. On veut des réponses directes, synthétiques, pas forcément une liste de sites à fouiller. Donc Google doit innover à fond dans l'IA, mais en même temps gérer cette transition très très délicate de son cœur de métier. C'est un exercice d'équilibriste. Compliqué. Très. Et ça ouvre la porte à de nouveaux acteurs. L'analyse cite Perplexity AI par exemple. Oui. Eux, ils sont nés avec l'IA générative. Ils donnent des réponses directes, avec les sources. C'est une expérience différente, plus directe, qui plaît à certains, et qui vient concurrencer Google Search frontalement. Donc Google doit se battre sur deux fronts, contre OpenAI et contre ses nouveaux moteurs de recherche. En quelque sorte, oui. Ils doivent s'adapter à un paysage qui change très vite. Bon, si on essaye de récapituler un peu ce parcours, le chemin de Google dans cette nouvelle ère de l'IA, il a été... C'est le moins qu'on puisse dire. Partis d'une position de leader tech, mais discret, ils ont vécu une sorte d'humiliation avec Bard, une réaction trop rapide à ChatGPT. Mais cet échec a forcé une réorganisation majeure. La création de Google DeepMind. Exactement. Et le développement de Gemini, qui semble beaucoup plus ambitieux. Alors, les points clés à retenir de l'analyse, je dirais, c'est d'un côté la promesse technique de Gemini, cette multimodalité native, ça c'est intéressant conceptuellement, mais de l'autre, et peut-être surtout l'atout stratégique immense de l'écosystème Google, cette capacité à intégrer l'IA partout à grande échelle dans le quotidien de milliards de gens.
Ça, c'est une force de frappe unique. L'analyse suggère donc que la prochaine étape de la compétition, ça se jouera peut-être moins sur la puissance brute des modèles. Les benchmarks, oui. Et davantage sur l'intégration réelle, la contextualisation, l'utilité concrète au jour le jour. Et sur ce terrain-là, Google semble maintenant très bien armé pour reprendre l'avantage. Tout à fait. Ce qui nous amène d'ailleurs à une réflexion un peu prospective pour finir. Oui. Une pensée un peu provocatrice peut-être. Si un assistant IA comme Gemini s'intègre si profondément partout, Dans le téléphone, les emails, les photos, les docs. voilà, au point de comprendre notre contexte, nos projets, nos habitudes et même d'anticiper nos besoins d'infos avant qu'on pose la question. Je vois où vous voulez en venir. Est-ce que l'acte même de chercher l'information, comme on le fait depuis 25 ans avec un moteur de recherche, est-ce que ça ne pourrait pas finir par s'estomper, voire disparaître petit à petit? Si l'info vient à nous directement. Exactement. Si l'info pertinente nous est poussée de manière proactive, quelle forme prendrait notre relation à la connaissance numérique? Est-ce que la recherche active deviendrait une sorte de relique du passé? C'est une question vertigineuse en effet. Ça ouvre pas mal de perspectives.